Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis de la WLF. Je suis particulièrement heureux de participer à ce congrès par Zoom aujourd'hui de Paris. Je vais partager ma présentation immédiatement avec vous. Voilà. L'approche holistique de la pandémie, une vision que je souhaite énergétique, psychologique et spirituelle, à la fois pour comprendre et pour répondre à la crise sanitaire qui touche toute notre planète. Je vais parler relativement lentement pour la traduction, que je remercie à l'avance, et je vais passer en plein écran. Voilà. Merci à la World Naturopathic Federation et à ses membres organisateurs qui m'ont donné cette opportunité ce soir, à la fois pour partager, réfléchir ensemble sur un mode, j'espère, très pertinent dans un contexte que nous connaissons au niveau mondial. On parle de toute évidence d'une certaine quête de sens face à des événements aussi importants, aussi imprévus et aussi généralisés. La crise mondiale concerne en quelque sorte tous les domaines de la vie. Elle invite à une réflexion, et cette réflexion peut être menée sur le mode allopathique, symptomatique ou pas. Elle peut être perçue comme d'origine unique, une seule cause ou pas. On peut s'interroger sur une nouvelle quête de sens pour dégager en quelque sorte une leçon, comme un apprentissage peut-être de ce que nous traversons. Et puis, les naturopathes que nous sommes, tous les acteurs professionnels de la relation d'aide, sont bien évidemment concernés au premier chef, puisque les clients, les patients eux-mêmes sont dans une anxiété et un questionnement qui est quotidien. Nous sommes confrontés, vous le savez, à de l'information et à de la désinformation. Tout cela est croisé en termes de presse écrite ou sur écran, des rapports scientifiques qui nous concernent, le bouche à oreille qui en fait beaucoup, tout ce qui circule d'une façon très libre, voire très anarchique sur les réseaux sociaux ou sur les vidéos. Les menaces et les peurs qui sont véhiculées par les médias depuis plus d'un an sont bien évidemment à prendre en compte directement dans notre analyse ce soir. Et puis, parler de la peur de la mort, parler des grandes pestes du passé, fait bien sûr écho dans l'inconscient collectif, à nos mémoires, et c'est d'autant plus perturbateur pour une majorité de la population. Le processus de gestion du stress tel qu'on le connaît, est-ce qu'il est applicable à ce que nous connaissons? Hans Selye est tout à fait d'actualité puisque depuis février-mars 2020, nous avons vécu la phase dite d'alarme dans l'urgence, dans le drame, dans la menace, et on a répondu sur un mode adrénergique en quelque sorte. Et puis, vivre avec le virus, comme disent beaucoup de nos décideurs depuis un an, nous amener à une forme de résistance. Vivre avec, c'est s'adapter, c'est serrer les dents, serrer les poings, c'est la phase liée plutôt au cortisol. Et puis, hélas, on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes fragiles craquent. On parle de décrochage scolaire et universitaire, on parle de dépression, de flambée de l'alcoolisme et des toxicomanies, de violences conjugales, de suicide. C'est quelque chose de l'ordre d'un effondrement de l'adaptation. Est-ce qu'on parle de la partie visible de l'iceberg dans cette aventure? Et si la crise sanitaire que nous connaissons n'était que le symptôme d'un malaise beaucoup plus profond qui serait, soyons audacieux, d'ordre psychologique et spirituel? Est-ce qu'on parlerait d'un bouleversement beaucoup plus vaste et profond, comme une métamorphose des consciences,
l'humanité étant en chemin d'évolution, pourquoi ne pas prendre cette paire de lunettes et imaginer l'humanité dans une épreuve nouvelle, initiatique. J'ai écrit il y a quelques mois un petit essai d'une 60aine de pages que vous pourrez trouver librement d'accès sur le lien Internet qui est là, où j'ai développé l'aspect plus caché, c'est-à-dire occulte, de cette aventure planétaire que nous traversons. Et je vous invite à partager, bien sûr, et à traduire généreusement ce petit document. L'ère que nous connaissons aujourd'hui, qui est de toute évidence colorée par les progrès scientifiques, elle est relativement jeune vis-à-vis des 8000 ans de pensée holistique qu'a connue la planète au travers des traditions médicales sumériennes. On dit que notre histoire a commencé à Sumer, en Mésopotamie, en Chine, en Inde, au Tibet, en Égypte, et toutes ces approches, dont certaines sont encore bien vivantes, vous le savez, se sont développées avec des courants depuis plus d'un siècle au travers des différentes naturopathies que nous connaissons. Selon le pays qui nous écoute, qui m'écoute ce soir, vous allez peut-être vous reconnaître dans la couleur de votre profession, la naturopathie la plus hygiéniste, la plus radicale, voire parfois un peu, extrémiste, qui ne souhaite jamais intervenir, qui considère parfois même les plantes comme des remèdes symptomatiques indésirables et qui suppose que le corps a toutes les capacités d'être en santé à condition de bien se nourrir, de bien dormir et d'être en mouvement. Et puis la naturopathie symptomatique, comme disait Bernard McFadden aux États-Unis, il parlait d'une naturopathie allopathisée, allopathied naturopathy. Elle est présente dans un certain nombre de pays, on le sait. Une naturopathie avec une sélection de quelques techniques seulement. Oui, certains pays ont fait le deuil de beaucoup de pratiques pour ne garder, par exemple, que l'alimentation ou les plantes. Et puis la naturothérapie, qui est un terme plus franco-français, qui correspond à une naturopathie pratiquée par des médecins ayant fait une formation complémentaire. La naturopathie dite alternative, qui se positionne souvent sur un mode un peu conflictuel avec la médecine institutionnelle et qui suppose une alternative dans ses réponses. Et puis, celle que je représente depuis bien longtemps, la naturopathie holistique, qui est née dans les années 70, et sans le savoir, il y avait aussi en Californie à l'époque les mêmes élans d'une vision globale de la santé. Alors, l'holisme suppose une vision globale, une vision systémique de l'être humain et de la vie. Il suppose plusieurs plans d'existence, en quelque sorte, et une interdépendance entre les plans du moi, les plans personnels, les plans du groupe, de la société, de la collectivité, des liens avec l'environnement, des liens avec la planète, avec l'écologie, bien sûr. Et puis, il y a la conscience que le tout est supérieur à la somme des parties, un concept qu'on croit tous plus ou moins connaître, qui a des implications extraordinairement importantes en termes de santé. La conscience aussi que la partie est co-responsable du tout. Imaginez déjà les répercussions de cette petite phrase au niveau de nos professions. Et depuis 1978, voilà, c'est ma modeste pierre à l'édifice de la naturopathie qui a cette couleur au collège Sénato que j'ai créé en 1990. Ce qui définit notre approche originale, c'est cette vision en 7 plans, avec la réalité corporelle en bas, physique, notre corps dense, qui bien sûr en soi n'a d'intérêt que s'il est vivant, donc indissociable d'un plan vital, d'un plan de l'énergie.
Et puis de la psyché. La psyché, c'est l'association du mental et de l'émotionnel, pour faire simple. Donc la gestion des émotions, qui est au cœur souvent de beaucoup de troubles psychosomatiques, émotions santé ou émotions toxiques, gestion des passions, des désirs, de l'attachement, du deuil. Et puis le mental et ses commentaires, plus ou moins conscients, plus ou moins positifs, plus ou moins lumineux. Et puis ce petit plus spirituel qui fait des êtres humains des êtres de transcendance, des êtres capables d'amour, de créativité, de dévouement. Un point commun en quelque sorte à ce qui unit toutes les grandes sociétés dans leur désir de dépassement et de quête de sens. Et puis tous ces êtres plus ou moins constitués de ces 5 étages au centre vivent ensemble et créent des liens socioculturels. Ça s'appelle la famille, la société, le syndicat, la nation. Et tout cela impacte bien évidemment aussi le mode de vie et la santé. Et puis, toutes ces sociétés habitent notre planète qui elle-même est considérée heureusement enfin comme un être vivant, menacée elle aussi sur son propre plan et qui fait qu'on ne peut plus aujourd'hui parler d'une santé personnelle sans imaginer les implications de notre santé au niveau planétaire et heureusement réciproque. Un peu comme des poupées russes, des matrioshka en russe, chacun de ces plans possède une anatomie, une physiologie, une pathologie, une hygiène, un bilan, une pédagogie, une médecine. C'est ça le cœur même, je crois, de l'aspect holistique de la santé que nous défendons. Et c'est pour ça qu'il est souvent beaucoup plus simple de faire une naturopathie symptomatique où il se cantonne à quelques plans seulement. L'éducation de santé se veut globale. Et trop dommage de mutiler un client, un patient de tel ou tel plan sous prétexte qu'on n'est pas compétent, car on sait très bien qu'une cause de pathologie plus ou moins grave peut se cacher sur tous les plans. Les barrages sur tous les plans supposent que la vie circule et que tout ce qui fait barrage à la vie va altérer à plus ou moins long terme, vous le savez, la physiologie, que ce soit au plan du métabolisme, que ce soit au plan de l'énergétique, des méridiens, du système des chakras, que ce soit dans notre vie psychologique, la juste circulation de nos émotions, de nos pensées, de nos relations aux autres, etc. Et ces 7 plans nous semblent aujourd'hui nécessaires et suffisants pour considérer l'être humain, donc pour une anthropologie naturopathique. Nos grands-parents disaient que la santé, c'est le silence des organes. C'était bien triste, mais c'était comme ça dans les années 1920-1930. Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est devenu, vous le savez, un état complet de bien-être physique, moral et social, et pas seulement l'absence de maladie, ça c'est depuis les années 1940. Et pour notre part, la santé est un état d'harmonie dynamique qui résulte de la libre circulation de la vie sur tous les plans de l'être. Harmonie, c'est l'ensemble des qualités et des vertus. Dynamique, bien évidemment, parce que tout ce qui s'arrête, s'immobilise, meurt. La vie, c'est le mouvement. Et tout cela est lié à une libre circulation de la vie sur tous les plans, biologiques, énergétiques, émotionnels, etc., etc. Dans ces conditions, tout barrage devient une source de perturbation, une altération du flot de vie, d'où des symptômes d'alarme, qui passent souvent très inaperçus, vous le savez, dans un premier temps, et puis les pathologies qu'on va appeler fonctionnelles et lésionnelles dans un troisième temps. Pour exemple de barrage, si on part du plan physique tout en haut, on sait très bien que tout ce qui est de l'ordre d'une mauvaise posture, d'un calcul qui va entraver la vidange d'une vésicule biliaire ou le bon fonctionnement d'un rein, un fibrome qui va comprimer telle artère, ou tout simplement des carences, tous ces éléments physiques
vont altérer le plan du corps. Dans l'énergie, on aura les nuisances qu'on appelle électromagnétiques aujourd'hui, avec les montres électriques, les fours à micro-ondes, les smartphones, etc. Toutes ces nuisances qui sont de plus en plus présentes, dont on doit prendre compte en naturopathie, ce qui n'était pas le cas il y a 2400 ans pour Hippocrate. Et puis, dans le plan émotionnel, qu'est-ce qui fait barrage? Eh bien, une colère rentrée, une peine mal exprimée, une frustration, une culpabilité. Frustration et culpabilité sont probablement d'ailleurs les deux émotions les plus efficaces, hein, si vous souhaitez tomber malade. À l'origine des pathologies dites psychosomatiques, on trouve très très souvent ces deux mots-clés. Dans le mental, on a des pensées qui sont soit négatives, soit parasites, obsessionnelles, qui tournent en boucle, des ruminations mentales, et puis bien sûr tout ce qui est de l'ordre des croyances erronées également, qui bloquent la libre circulation de la pensée ou de la sagesse. Au plan de la société, on connaît hélas les dangers d'une éducation orientée, d'une censure, d'une presse manipulée, désinformation, racisme, exclusion. Et au plan de l'environnement, il s'agit de considérer avec sérieux l'épuisement des ressources, des pollutions bien sûr. Au plan spirituel, je vous laisse réfléchir, mais vous ne trouverez pas de barrage, vous ne trouverez pas de nuisance, vous trouverez ni surcharge ni carence, puisque par définition, le plan spirituel est notre part d'âme la plus parfaite. Son origine cosmique pourrait être largement débattue hein, selon nos croyances ou nos cultures, mais c'est toujours l'ego qui fait barrage à l'accès vers la spiritualité. Et la spiritualité, en quelque sorte, est comme paisiblement patiente sur son propre plan, comme si notre âme était plongée dans une profonde méditation et qu'elle attendait le réveil, en quelque sorte, de notre conscience pour pouvoir enfin s'exprimer et participer à la vie dans notre incarnation. L'épistémologie dont nous pouvons parler en naturopathie s'appuie sur 5 piliers, vous le savez sûrement, mais en France, en tout cas, on est très attaché à ces fondamentaux. Le causalisme, la recherche des causes, l'humorisme, la science qui étudie les surcharges, les carences et la biologie, l'hygiénisme qui est la mise en pratique de toutes les techniques d'hygiène de vie, l'holisme, l'approche de la globalité de l'être humain, et le vitalisme, la philosophie qui considère une énergie vitale particulièrement précieuse, difficile à définir, c'est vrai, puisqu'elle n'est ni le fruit de réactions physico-chimiques, ni le fruit de la volonté, hein, elle n'est pas psychologique, mais elle est probablement une interface entre la psyché et le corps. En tout cas, pour ce soir, le pilier philosophique est au cœur de notre sujet. On va y revenir. Au plan énergétique, le concept est présent, vous le savez, dans toutes les médecines du monde. Prana en Inde, Chi en Chine ou au Japon, Ruach chez les Hébreux, Ruch dans la médecine arabe, Pneuma ou Pneuma chez les Grecs, Mana en Polynésie, Cholel chez les Mayas, etc. J'ai compilé près de 50 mots dans toutes les cultures du monde, auprès des tradipraticiens, dans mes voyages, dans mes lectures. Et je n'ai pas trouvé une tribu au monde qui n'ait pas donné un mot à l'énergie vitale, tellement elle est un concept généralisé. À ce jour, c'est bon pour le moral, nous ne sommes pas seuls, hein, bien sûr. Les vitalistes sont non seulement les naturopathes, mais également les homéopathes, les acupuncteurs, les magnétiseurs, les chiro, les ostéos, tous ces praticiens qui ne font finalement que lever des barrages. Si on est extrêmement précis, personne n'a jamais guéri personne, vous le savez, aucun remède, aucun guérisseur même ne guérit, puisqu'il ne permet à la vie que de s'exprimer spontanément. Il favorise l'homéostasie, il favorise l'auto-guérison.
la régénérescence. Peu à peu, l'imagerie bioénergétique, depuis plus d'un siècle, est devenue de plus en plus performante. Vous aurez quelques exemples tout à l'heure. Elle va objectiver cette imagerie, ce que voient, ce que perçoivent certains clairvoyants, et elle va confirmer, c'est intéressant intellectuellement de voir que la science va peu à peu valider, notamment dans le cadre des recherches de médecine quantique, valider l'enseignement des traditions. Quelques exemples pour vous faire mieux comprendre. Les images de type Kirlian, hein, on est là dans les années 1940, on a commencé par des photos en noir et blanc, et puis très vite en couleur, on a interprété les tâches, les rayonnements, la densité, les centrements. C'est une science qui s'est bien développée, notamment en Grèce. On appelle cela le champ éthérique dans la médecine de Rudolf Steiner, dans l'anthroposophie. On appelle cela l'orgone dans la pensée de Wilhelm Reich. On l'appelle les biochamps chez Kirlian ou chez Korotkov. On les appelle aussi les champs morphogénétiques ou les champs morphiques dans le cadre du vocabulaire des physiciens quantiques. Vous avez en bas à gauche deux images de cristallisation sensible selon Steiner, et même sans connaître la technique, sans l'avoir étudiée, on voit très bien que le rayonnement, l'harmonie, la densité de la fibre est infiniment moins belle à droite dans la crème fraîche non bio que dans la crème biodynamique qui ressemble à une gerbe de blé rayonnante, fine, très en expansion. À droite, vous êtes sur des images de type Korotkov qui visualisent en quelque sorte l'aura avec une image avant traitement et après traitement. Vous avez probablement déjà étudié tout ça. Une belle image de cristallisation qui correspond à du pain qui a été pétri par deux boulangers différents avec les mêmes matières premières, dans les mêmes conditions. Et on a un boulanger X joyeux et en paix, peut-être même amoureux, à gauche, et un boulanger Y triste et déprimé à droite. On a l'image de la vibration du pain, de la qualité du pain, et ce qui n'a rien à voir avec, bien sûr, la richesse nutritionnelle, vitaminique ou minérale du produit. Il s'agit là de l'information. Et ce mot est essentiel en médecine énergétique. L'information, c'est ce qui va impacter l'énergie, et l'énergie va impacter la matière. Si je parle d'information avec autant d'insistance, c'est que dans le cadre de la crise mondiale, on est assez probablement dans ce grand chaos informationnel, et l'énergétique, qui est juste en dessous, subit en quelque sorte ce chaos informationnel et altère à la fois la santé, la vitalité, le système immunitaire. Vous avez ici le cliché kirlian, l'aura, si vous voulez, du bout du doigt d'un magnétiseur. C'est l'un de mes premiers profs, Matthew Manning, qui continue d'exercer aujourd'hui à Londres. Et là, il est en train d'accélérer la croissance de graines germées dans un tube à essai. Et on voit cette belle énergie bleue au-dessous de son doigt, de son index ici. Et puis, quelques minutes plus tard, on lui donne un tube à essai avec des cellules cancéreuses et on fait la photo alors qu'il est en train de tuer, en quelque sorte, d'envoyer une énergie de mort. Et là, vous avez quelque chose de très différent, montrant que la pensée dirige l'énergie. La pensée dirige l'énergie. On a parlé de l'information, on a parlé de l'énergie. On a parlé donc du début de quelque chose qui s'appelle la cascade informationnelle aujourd'hui en sciences quantiques. Et c'est une clé comme un sésame, une clé qui va ouvrir énormément de portes, vous allez le comprendre. Elle fait référence à tous ces chercheurs. J'ai passé le temps de chercher dans le siècle précédent tous ceux qui avaient, à la suite d'Einstein, travaillé sur l'énergétique,
l'information, tous ceux qui ont démontré que tout est vibration, que tout est fréquence, que tout est longueur d'onde. Et tous ces chercheurs, dont certains sont des Nobel ou des Nobelisables, nous amènent à la même conclusion. L'idée, c'est de concevoir un architecte, quel que soit son nom, qui se réveille le matin avec un projet. Il a fait un rêve, il a fait un songe, il a le projet de construire une cathédrale. Et ce projet, bien sûr, n'est pas encore réalisé, il est dans sa tête, il est sous forme d'idée. Et l'idée, comme disait Platon, précède la pensée. Donc cette idée, il faut la faire descendre dans des plans. Il va dans son bureau d'études, et là, il utilise des cotes, des formes géométriques, des nombres, qui sont des archétypes. Et ces plans amènent en quelque sorte l'idée de l'architecte dans le monde de l'information. Ces informations, il faut les confier ensuite à des réalisateurs, des ouvriers, des maîtres d'œuvre, des chefs de chantier, qui vont réaliser l'énergie de la construction. Et in fine, l'ouvrage est réalisé. Conscience de l'architecte, information des plans, énergie des ouvriers, matière de l'ouvrage réalisé. Conscience, information, énergie, matière. C'est ça la cascade quantique. Et peut-être que si vous ne retenez que cela ce soir de mon exposé, c'est peut-être déjà, allez, on va dire très important ou très utile. Le plan de la conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est le plan spirituel, c'est le plan transpersonnel, le plan de l'âme que j'évoquais rapidement tout à l'heure. L'information, vous l'avez compris, à l'échelle de la personne, c'est le plan psychologique, c'est le mental et l'émotionnel. L'énergie, c'est le plan énergétique ou éthérique, qu'on appelle parfois le champ vital. Et enfin, tout en bas, la matière, c'est le corps dense, le corps physique. Si on prend au sérieux ce que posent aujourd'hui tous ces physiciens et tous ces chercheurs en astrophysique, en physique quantique ou en médecine quantique, si on prend au sérieux cette cascade, on peut imaginer que ce que nous voyons tout en bas, la crise mondiale, dans le plan du corps, dans le plan du physique, la maladie qui est là et le virus qui est là, eh bien, il a en amont quelque chose de l'ordre de l'énergétique, en amont quelque chose de l'ordre de l'informationnel et en amont une information d'ordre spirituel. Conscience, information, énergie, matière. La perte de sens tout en haut nous amène à des pensées et des émotions souffrantes. Perdre le sens de sa vie, perdre le mode d'emploi de sa vie, le mode d'emploi de son incarnation, c'est générer des pensées souffrantes et toxiques. Ces pensées, bien évidemment, vont impacter les circuits énergétiques. C'est connu en médecine chinoise, c'est connu en médecine ayurvédique, et que ce soit les méridiens, l'acupuncture ou les chakras, on est là dans le plan énergétique. Et comme l'énergie précède la matière, eh bien la maladie s'installe. C'est la lecture négative à gauche du tableau. Si on pose une hypothèse positive, on a une vie spirituelle à droite qu'on peut qualifier de riche en sens, en foi, en sagesse, en intuition, en créativité, en altruisme. Une telle conscience spirituelle génère bien évidemment des pensées positives et des émotions santé. Les émotions santé, c'est l'empathie, c'est le pardon, c'est l'estime de soi, c'est la bienveillance, la joie, l'amour. Et de telles émotions vont générer incontestablement une vitalité optimum, des immunités optimum et, in fine, tout en bas, bien sûr, une santé optimum. Perte de sens, souffrance, troubles énergétiques, maladie. Vie spirituelle intense, pensée positive, émotion santé, bonne vitalité, bonne santé. Cette cascade peut se résumer
à l'impact de la psyché sur le soma, et c'est ce qu'on va appeler, pour faire très simple, la psychosomatique, l'impact de la psyché sur le corps. Mais c'est aussi montrer que l'interface énergétique, qui est moins connue, entre la psyché et le soma, laisse une place de choix aujourd'hui aux médecines dites énergétiques, comme l'acupuncture, le magnétisme, l'homéopathie, par exemple. C'est aussi montrant que quelque chose peut transcender le psychisme, au-dessus. Ce que j'ai appelé la conscience, le plan de l'âme, ce que Jung appelait le soi, ce que nous pouvons tous appeler le maître intérieur. Quelles que soient nos croyances, je pense qu'il y a une place en nos consciences pour laisser un peu de respect, laisser un temps d'émerveillement peut-être vis-à-vis de cette part d'absolu qui est en nous. Et c'est montrer aussi les limitations de toutes les lectures, de tous les regards, de toutes les sciences qui se cantonnent au plan de la matière et qui font le deuil en quelque sorte par rejet ou par méconnaissance des trois autres étages. La cascade quantique va permettre aussi de mieux comprendre l'homéostasie holistique. Elle va permettre d'éclairer comment les processus psychosomatiques descendent, s'incarnent dans le corps, mais aussi comment les processus ascendants, somato-psychiques, peuvent se réaliser. On connaît très bien en naturopathie l'impact des xénobiotiques, des toxiques, des toxines, des carences, des troubles du soma, qui impactent très vite les énergies et la psyché. Elle va confirmer, cette cascade, également les liens très intimes entre la matière et l'énergie. On pourrait même s'interroger sur la dualité. Y a-t-il encore une dualité entre matière et énergie? Et elle va montrer que le plan énergétique, cette matrice de la matière, est en quelque sorte son double vibratoire. Elle fait aussi référence à la psyché comme un champ d'influence extrêmement pertinent sur l'énergie et donc sur la matière. Enfin, elle peut proposer, pour les plus audacieux, pour les plus spiritualistes, un modèle, un paradigme de la création, une cosmogénèse, une cosmogonie, comme on dit, qui va répondre à un projet, à une intention, et non pas simplement à un Big Bang ou au hasard. On parlera de décès cosmique, qu'on l'appelle universel, qu'on l'appelle spirituel ou qu'on l'appelle divin. Cela n'est pas le plus important. Et puis, le petit clin d'œil à Albert Einstein, c'est quand même que E égale mc2, aujourd'hui, nous invite à sortir de la dualité, justement, entre matière, énergie, entre corps et esprit, entre visible et invisible. Beaucoup de chercheurs aujourd'hui, vous le savez sûrement, disent que tout cela est totalement passé de mode et qu'il est urgent de changer de paradigme. La vie est une, mais elle se manifeste sur différents niveaux de fréquence, de vibration, plus ou moins densifiés, et on parlera de matière, plus ou moins expansés, et on parlera d'énergie ou de psychisme. La cascade quantique peut aussi proposer une lecture ascendante. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais les pollutions, les xénobiotiques, la dysbiose intestinale, l'acidose qu'on connaît bien en naturopathie, va impacter aussi l'énergétique et la psyché. C'est ce qu'on appelle la somato-psychique. Vous voyez, en bas du tableau, nous avons la physiologie qui altère le terrain avec les erreurs alimentaires, la sédentarité, le stress, etc. On a juste au-dessus des désordres énergétiques qui vont altérer l'équilibre du yin et du yang, le système des chakras, les biochamps. Puis, la psyché, bien sûr, va être perturbée, puisque les neuromédiateurs vont être perturbés aussi. La pensée va devenir confuse, plus égocentrée, plus déprimée. On va trouver les émotions plutôt toxiques qui sont là. Peur, colère, arrogance, honte, convoitise, jalousie. Et in fine, ce sont ces barrages numéro 3 là, qui vont bloquer l'accès aux ressources spirituelles
et qui vont en quelque sorte être laissés en marge de notre aventure. Retenez cette phrase importante, la pensée dirige l'énergie et l'énergie précède la matière. Les temps sont au grand changement, mes amis. L'ouverture à la synthèse. Il est temps d'intégrer et de ne plus exclure les pensées qui nous dérangent. Il est temps d'oser des remises en cause pour répondre à des questions qui, jusqu'à présent, n'ont pas trouvé de réponse. Pourquoi est-ce que c'est tellement urgent? Pourquoi cette cascade quantique que je viens de vous présenter de mon mieux, pourquoi est-elle urgente sur un mode, je dirais, en termes de pédagogie? Pourquoi est-il si important de faire passer le message auprès des thérapeutes et auprès des patients? Eh bien parce qu'il y a une cascade, il y a 4 plans, mais de toute évidence, il y a 4 médecines et 4 technologies, 4 univers d'application. On va regarder une minute ce tableau que j'ai construit il y a quelques années. Vous avez à gauche les différents plans, donc physique, matériel ici, puis énergétique, on vient de le voir, puis psychique ou informationnel, puis spirituel. Et là, nous avons bien la cascade à gauche, conscience, information, énergie, matière. Les médecines qui sont à côté ne sont pas les mêmes. Au plan spirituel, on ne peut parler que de médecine spirituelle. Au plan psychique, on ne peut parler que de médecine quantique et informationnelle. Au plan bioénergétique, on est dans la médecine énergétique ou quantique. Et dans le plan physique, laissons la place, bien sûr, à l'allopathie, ou aussi à l'hygiène de vie, bien sûr, à tout ce qui va modifier par nos cures, par notre hygiène, notre comportement, modifier, optimiser notre biologie. Les exemples qui sont à droite ne sont pas du tout limitatifs, pas du tout exhaustifs, mais vous voyez que quand on veut agir sur le plan spirituel, on ne sort pas des oligo-éléments, des huiles essentielles ou je ne sais quelle technique de réflexologie. On utilise méditation, prière, art-thérapie et thérapie transpersonnelle. Quand on est sur le plan psychique, on ne confond pas non plus la psyché et le spirituel. On est dans le domaine des psychothérapies, de la sophrologie, des élixirs floraux, des hautes dilutions homéopathiques. Quand on est sur le plan de l'énergie, il faut répondre avec des outils énergétiques. Acupuncture, homéopathie, magnétisme, appareils d'origine russe, par exemple, comme le physioscan, musique, couleur. Et puis, si on veut impacter le plan du corps, de la biologie, on est dans les médications, plus ou moins naturelles, les plantes, la nutrition, la chirurgie. Vous avez tout compris, je pense. La cascade, si elle semble cohérente, elle nous invite à réfléchir sur la cause de la crise mondiale et donc d'aller tout en haut de la pyramide au plan de la conscience. La crise qu'on connaît aujourd'hui, qu'on qualifie parfois de sanitaire, d'économique, d'écologique, n'est que la part visible de cet immense iceberg. Et si les forces en présence ne reflétaient que les tensions d'une mutation, je dis bien d'une mutation socio-culturelle. Et s'il s'agissait d'un défi, d'un challenge spirituel concernant toute l'humanité, et mieux encore s'il s'agissait d'un processus naturel, incontournable, d'une opportunité de métamorphose. La maladie sera donc étudiée et traitée selon la même cascade, conscience, information, énergie, matière. Quelques propositions concrètes de stratégie, de réponse pour les thérapeutes, pour les patients. Parlons tout de suite du 4e étage, donc le plan de la conscience, puisque c'est le plan premier. Peut-être concevoir une finalité transcendantale. Lâcher ce concept de hasard qui est si pratique pour rassembler tous les secteurs où nous n'avons pas de réponse. Et s'il y avait un plan cosmique, et s'il y avait un dessein qui nous est demandé d'étudier,
qui nous est demandé de respecter et d'appliquer de notre mieux en tant que terrien, en tant qu'humain. Conscientiser aussi spirituellement que l'unité humaine n'est pas simplement une parole à la mode quand on parle de conscience collective, mais d'une interdépendance des individus, d'une interdépendance de tous les individus qui sont comme les cellules du grand corps qui s'appelle l'humanité. L'Orient nous enseigne, le yoga, le bouddhisme notamment, que la plus grande des illusions, c'est la séparativité. Si ce concept est évident pour vous, on n'insiste pas, mais je vous invite vraiment à méditer cette petite phrase. La plus grande illusion, c'est la séparativité. Être coupés les uns les autres. Être coupé du monde, être coupé du cosmos, être coupé de la vie. Conscientiser aussi que la loi des enchaînements des causes et des conséquences, la loi de cause à effet, ce que l'Orient appelle le karma, ça peut être un rôle important à jouer dans notre réflexion. Et peut-être qu'il est temps de penser que rien n'arrive sans cause et qu'aucune cause n'est coupée de conséquences. Étudier, méditer, discerner, éclairer, partager. Il y a des choses qui dérangent beaucoup dans cette approche, bien sûr, puisque vous sentez que derrière, il y a la notion de responsabilisation. Je ne dis surtout pas de culpabilité, mais de responsabilité de chacun d'entre nous, pas seulement de ce qu'on appelle nos décideurs, ça serait trop simple. Le plan spirituel, pour le définir de mon mieux, je vous propose simplement ce tout petit tableau en 2 colonnes avec à droite les valeurs spirituelles qu'on appelle le soi, soit dans l'univers du yoga, de l'Ayurveda, soit dans la pensée psychologique de Jung, soit dans la pensée de l'Orient et de l'Extrême-Orient en général. On va l'appeler aussi l'individualité, au sens ce qui est indivisible en nous. Durkheim l'appelait l'être essentiel, et on peut aussi globalement l'appeler le maître intérieur ou l'âme, avec une majuscule. Il ne s'agit pas de l'âme romantique. Et à gauche, le moi, l'ego, donc la persona de Jung. La persona, vous vous souvenez qu'il s'agit de l'origine latine, persona, mais le grec au départ c'était masca. Masca, c'était les masques que nous portons pour jouer tous nos rôles. Le masque d'un bon père, le masque d'un bon chef d'entreprise, le masque d'un thérapeute, le masque... Voilà. Et puis derrière le masque, qu'y a-t-il? Donc, la persona, l'être existentiel, ou bien le petit moi, selon Freud. J'ai envie de vous dire, faites vos choix. J'ai envie de vous poser cette question audacieuse. Le matin au réveil, nous avons signé un contrat avec qui? Avec quoi? Avec la colonne de gauche, pour nourrir encore et encore les illusions, et les mirages et les croyances du petit moi. Ou bien est-ce qu'on va oser se consacrer un peu plus à notre profondeur, à notre essence? Pour cela, il faut extraire la spiritualité du monde religieux. Il faut extraire le mystique et l'ésotérique. Il faut prendre beaucoup de recul, car souvent ce sont des peurs ou des croyances, peur des manipulations mentales, peur des dérives sectaires. En tout cas, en France, c'est très présent, ça. Au Québec aussi, je crois. Et cette dualité qui est ontologique, qui touche vraiment à l'être, elle est clairement universelle et elle nous invite à nous positionner. Non seulement le matin, mais le soir aussi. Un petit examen de conscience, comme disaient nos parents. Je suis fier de moi, j'ai bossé pour qui aujourd'hui? Faire ses choix. Faire ses choix. Or, il y a une interdépendance, on l'a vu, entre tous les règnes du vivant. Et quand je parlais de responsabilité tout à l'heure, ça veut dire que cette unité de la vie entre le je, l'individu, la société, l'environnement et la planète,
Il faut qu'elle devienne aujourd'hui bien plus médiatisée et qu'on arrête de rester chacun dans notre peur ou dans notre croyance ou dans notre petit cercle d'influence, notre petit prestige, notre quête d'honneur ou de reconnaissance et respirer une bonne fois d'une façon plus collective en se disant mais arrêtons les faux semblants. Aujourd'hui, c'est la planète qui est malade, c'est la société qui est malade. C'est pas juste un tel ou un tel. L'effet domino, comme on l'appelle, c'est aussi l'effet peau de banane. Bon courage les traducteurs, ça va pas forcément être facile à traduire tout ça. Mais vous savez, les dominos, comme ici, on connaît ces jeux où on lance un premier domino qui va faire tomber le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis, imaginez ces dominos qui vont jusqu'à l'horizon. Donc, une fois qu'on a donné sa pichenette, son impulsion au premier domino, on a l'impression qu'on n'est plus du tout concerné. Et puis, le lendemain, ou l'année d'après, ou 10 ans plus tard, on reçoit un énorme domino dans le dos. Parce que la chaîne des dominos a fait tout le tour de la planète. C'est ça aussi qui doit nous rendre conscients de nos paroles, de nos actes, et probablement aussi de nos pensées, qui sont lancées comme des dominos, qui sont lancés comme des pots de banane dont on est responsable aussi sur le trottoir. C'est l'effet boomerang également. C'est l'effet boomerang, une façon de mieux expliquer que tout ce que l'on émet nous revient. C'est la loi de la causalité. S'il est évident pour vous que nos comportements sont les graines du futur, il sera aussi évident que le présent, c'est la récolte de notre passé. Mais heureusement, nos actes, nos pensées et nos paroles, c'est les graines de ce que sera demain. Donc, comme on dit souvent, aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Essayons de le vivre ça sur un mode collectif et planétaire et co-responsable. C'est vrai qu'une minorité de gens aujourd'hui possèdent cette conscience. Et ce qui me rassure, ce qui me fait maintenir une joie au cœur et qui fait de moi un optimiste quasi névrotique, c'est que les plus jeunes d'entre nous sont très vite contaminés par cette conscience. Ils sont vraiment, eux, dans une quête de sens. Ils sont dans une ouverture, dans une souplesse, dans un engagement. Vous reconnaissez aussi cette jeune femme, bien sûr, qui est particulièrement médiatisée, et c'est très bien. Cette jeunesse est une illustration dynamique de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce congrès également. Il y a aujourd'hui des milliers d'artisans de paix sur Terre. Il y a des milliers de scientifiques audacieux qui cessent de répéter ce que disaient leurs profs. Il y a des milliers de thérapeutes dont le cœur et la conscience s'ouvrent. Il y a des enfants qu'on appelle indigos. C'est un terme qui veut dire différent, à haut potentiel, surdoué. Et puis, il y a des associations, il y a des médias, il y a des entreprises, bio, vertes, écolo, spirituelles, responsables, alternatives. On parle d'altermondialisme aujourd'hui sur tous les continents. Et ça, c'est sacrément encourageant. Le verre est à moitié plein, il n'est pas à moitié vide. Merci le WNF pour cette opportunité. Au plan de l'information, et donc de la réinformation. On a vu le plan de la conscience tout en haut. On descend d'un étage maintenant, information, des psychiques. Donc, il suffirait de cultiver une aspiration. Et je ne dis pas un désir. Désirer, c'est pour le moi, c'est pour l'ego. On désire une pâtisserie, on désire du sexe, on désire du confort. Non, on aspire à la paix, on aspire au partage, on aspire à la fraternité. Eh bien, aspirer à plus de justice, c'est déjà changer son comportement. Aspirer à l'abandon des peurs et des doutes, c'est un gros travail, mais c'est incontournable, puisque les peurs sont d'énormes barrages au plan de notre propre santé et même de notre immunité.
c'est aspirer à un rapprochement interreligieux. Et oui, puisque les guerres de religion, c'était avant. Et j'espère bien que l'après-crise ne sera pas le retour à l'avant, surtout pas, mais une ouverture à d'autres dialogues, d'autres rapprochements. Un véritable partage, parce que les ressources aujourd'hui, beaucoup de sources nous l'ont confirmé, euh, montrent qu'il y a dans les réserves du monde entier, des pays riches, bien suffisamment de ressources pour qu'en quelques, allez, 6 mois, 1 an au maximum, on puisse répondre aux pays en voie de développement, le tiers-monde, comme on disait avant, qui est bien plus que le tiers du monde, bien que tous ces problèmes soient résolus. Il suffirait de partager, il suffirait d'oser partager. La coopération, elle est importante dans la famille, dans l'entreprise, dans un syndicat, mais elle est indispensable au plan international, dans le respect des différences et dans le respect des compétences. On a commencé à le voir dans le cadre de la crise Covid en termes scientifiques. Et c'est l'un des bénéfices, bien évidemment, de cette aventure qui a permis à certaines unités de recherche de pays qui ne fraternisaient pas forcément beaucoup, eh bien, de mettre en commun leurs data, leurs données. Et puis, ce rayonnement qui va contaminer le plus grand nombre, en commençant par nos proches. Le mental, c'est quand même prodigieux, cette capacité de penser qu'a l'être humain, cet intellect. Hélas, il est capable du pire comme du meilleur, on le sait, mais l'origine du mot man, qu'on va retrouver dans humain, humanité, c'est manas. Manas, c'est du sanskrit et c'est le penseur, ce qui fait de l'être humain qu'il a développé depuis des millions d'années, cette capacité que n'ont pas les minéraux, les végétaux et les animaux. Le mental s'autorégule au travers des rêves, on le sait, d'où l'importance d'un sommeil profond, un sommeil de qualité, et puis de tout ce qui est relaxation, régénérescence, positivation du mental. Seul, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, ou bien avec un professionnel, peut-être une psychanalyse, peut-être de la sophrologie, de l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, de la programmation neurolinguistique. Voilà quelques clés qu'on utilise assez souvent en France notamment. Ah oui, chevaucher sa tête et voyager librement. C'est un beau jeu, ça, pour tout le monde. L'homéostasie émotionnelle passe par les émotions santé que j'évoquais tout à l'heure, comme l'estime de soi, la confiance, la joie, le pardon, l'empathie, la bienveillance, la gratitude. Et ça suppose aussi qu'on pourrait imaginer une véritable détox des émotions toxiques. Le simple fait de tenir un journal intime, de faire un travail corporel, de s'investir dans le chant, le théâtre, et toutes les thérapies qu'on appelle cathartiques, les thérapies d'élimination, de purge, de détox profonde, je crois que ça peut urgemment aider beaucoup de gens. Et puis, une fois qu'on a vidangé, qu'on a libéré un maximum d'émotions toxiques, prendre de la distance. Prendre de la distance grâce au mental, grâce à ces méthodes qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est présent dans tous les pays, mais le EFT, si probablement, Emotional Freedom Technique, la méthode TIPI, qui est assez proche, mais qui est une méthode française, et puis le MDR, bien sûr, qui est quasiment international aujourd'hui. Ça veut dire que la méditation et toutes les techniques de recentrage, le tai chi, le qigong, tout ce qui va développer la capacité de la conscience à dire « je sais que je sais », homo sapiens sapiens, ça vient de là, je suis conscient que je suis conscient. Ça développe ce qu'on appelle l'espace du veilleur, le témoin intérieur dont on parle en yoga ou en bouddhisme, cette capacité à être autoconscient. Je vous parle devant cet écran et j'en suis conscient. Mais ça peut aller beaucoup plus loin.
je me réveille et j'en suis conscient, la joie au cœur, je respire, j'inspire et j'en suis conscient, j'expire et j'en suis conscience. C'est ce que globalement on appelle aujourd'hui la pleine conscience, hein, les approches de mindfulness, qui sont des approches laïques fort intéressantes. Elles ont l'avantage de pouvoir séduire notamment beaucoup de psychiatres, hein, et ne pas entrer dans le champ du spirituel, mais c'est quand même dommage entre nous de limiter la pleine conscience au champ du laïque, alors que son origine est profondément bouddhiste et ayurvédique. Cet engagement fait de nous des acteurs du futur. Je m'approche de ma conclusion, vous avez compris. Des créatifs culturels, c'est un terme qu'a utilisé notre ami Yves Michel, qui est un éditeur français que je vous conseille. Le nouveau groupe des serviteurs du monde, NGSM, c'est un terme qui est apparu dès les années 1940 dans la littérature de la théosophie, notamment les livres d'Alice Bailey. Des êtres centrés, des êtres alignés, des êtres engagés, congruents. La congruence, vous avez ce petit rappel à droite, c'est être en accord entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. La tiédeur, ça suffit. Il est temps de passer à des engagements face à la gravité de la situation. On ne peut plus se cacher derrière les théories et derrière les à peu près. Le plan de l'environnement suppose qu'on peut s'investir. Il y a plein de façons de s'investir au plan personnel, dans le bio, dans la biodynamie, dans la gestion des ressources, avec respect, dans l'abandon des nuisances, dans l'innocuité vis-à-vis du vivant, le simple fait de respecter l'animal et d'abandonner peut-être le steak de temps en temps, devenir des consommateurs. Le jeu de mots est assez connu en France. C'est peut-être aussi choisir la crémation plutôt que l'enterrement pour sa mort. C'est de l'hygiène planétaire et je vous invite à réfléchir à l'intérêt de la crémation. C'est aussi intégrer les professionnels que sont les géobiologues qui s'occupent de la santé de l'habitat, toutes les techniques de remise à la terre, le earthing, qui est de plus en plus connu aujourd'hui en naturopathie. C'est pourquoi pas réinformer l'eau que nous buvons. Souvenez-vous des travaux de ce bon Emoto, qui était naturopathe japonais et qui a montré combien l'eau pouvait être informée par une pensée, un chant, une prière, une photo. Et nous sommes faits à 70% d'eau quand même. Hein. Et puis, c'est s'occuper de la terre, de notre mère terre. Je vous ai mis à droite très beau livre de Laurent Huguelit, Mère, qui est peut-être traduit, j'espère. Et enfin, il reste le plan physique, le plan matériel. Vous avez compris qu'en toute logique, on va récolter sur le plan du physique tout ce qui s'est passé en haut, puisque la cascade conscience, information, énergie, matière démontre cela. Symboliquement, dans les Écritures, on trouve la notion de nouvelle terre et de nouveau ciel. Le nouveau ciel, c'est la nouvelle conscience. La nouvelle terre, c'est ce royaume, c'est cette planète qu'on nous a laissée en garde et qui aujourd'hui ne va pas bien. Travailler moins pour être plus créatif. Coopérer pour plus de paix, d'équité, de partage. C'est ça les prémices de la fraternité. Et ce sont des choses simples qu'on peut commencer à faire en famille, avec ses proches, dans les petits groupes. Est-ce qu'on est dans l'utopie, mes amis, ou pas? On a mis des millions d'années à matérialiser l'esprit. Il est temps de spiritualiser la matière. Vous sentez ce retour, matérialiser l'esprit, la conscience qui descend jusqu'à la création du monde. Et puis là, quelque chose qui s'appelle, allez, rentrer à la maison peut-être, en conscience. Il est urgent pour les thérapeutes que nous sommes, que vous êtes, de se pencher sur tous les plans d'existence, de mettre en place des stratégies holistiques, de privilégier
le collectif plutôt que le personnel. Et les médias aujourd'hui, Zoom, les réseaux sociaux nous aident énormément dans cette dimension collective. Parce que le monde a besoin de repères plus que jamais. Il a besoin de porteurs d'espoir, de porteurs de conscience. Nous sommes, vous êtes les accompagnateurs bienveillants et compétents sur tous les plans qui souffrent. Ça fait 120 ans que la naturopathie a été créée aux États-Unis, grosso modo. Et il est temps d'ouvrir un nouveau paradigme, une nouvelle conscience de la vie et de la santé sur un mode essentiellement intégratif, responsable et durable. C'est ça la santé holistique qui me tient à cœur depuis 45 ans et que j'essaie de partager avec vous ce soir. Ce congrès est un indicateur de grands changements. Ce congrès nous amène vers une médecine véritablement partenariale. Et nous sommes à l'école. Là, j'arrive vraiment à ma conclusion. La planète Terre, c'est l'école de vie et de conscience dans laquelle nous sommes incarnés. Le diplôme final, après le bac, un master, un doctorat, une agrégation, en quoi? En amour pur et inconditionnel. Il n'y a pas d'autre solution possible pour sortir de l'incarnation et de la roue du samsara, nous disent les yogis, de la roue des réincarnations et les souffrances répétées, 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 que de résoudre tous nos conflits, toutes nos relations sur le mode de l'amour pur et inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait des cancres? Qu'est-ce qu'on fait des élèves rebelles? C'est une bonne question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait des redoublants? Il y en a beaucoup. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait des mauvais profs? Jaloux, pervers ou saboteurs de l'école elle-même? Je parle sérieusement, les amis, notre école est en feu. Alors, bien sûr, quand il y a le feu, on appelle les pompiers, on soigne, certes. Mais surtout, on prend soin de son corps. On prend soin de ses énergies, de son cœur. On prend soin de son mental, de son intellect. On prend soin de ses proches. On prend soin de sa planète. C'est ça notre pari pour le 3e millénaire. L'ère à venir, certains l'appellent l'ère du Verseau. C'est une réalité astronomique et astrologique. Les valeurs du Verseau, c'est quoi? L'accélération. C'est vrai que tout va de plus en plus vite. Le changement, et il est temps. Le partage, la coopération, voir loin, être visionnaire. Se distancier des émotions, se distancier des mirages émotionnels. Dépasser les dualités. Unifier le règne humain et fraterniser. Et synthétiser. Et parmi toutes les synthèses, la synthèse la plus accessible, c'est peut-être cerveau droit, cerveau gauche. Un gros chantier, c'est la synthèse masculin-féminin, yin-yang. Et le plus gros chantier, vous le comprenez, c'est synthétiser la tête et le cœur. C'est synthétiser l'amour et la sagesse. Il en va de notre dignité d'être humain. Il en va de la crise de croissance et de métamorphose que vit aujourd'hui notre humanité. Il en va de l'avenir des générations futures. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer demain? Tout sauf le monde d'avant. Tout sauf le monde d'avant. Nous sommes un chemin d'évolution, un chemin de service. Il n'y a pas d'évolution sans service. Et tout service est porteur d'évolution. Courage à toutes et à tous. Et un grand merci du fond du cœur.